Le ressentiment d'O-Block à l'égard de Lil Durk a été mis en évidence après l'abandon des poursuites contre lui. La rumeur veut qu'il ait dénoncé l'un des membres les plus appréciés d'O-Block, King Von. Cependant, la haine d'O-Block pour Durk ne date pas d'aujourd'hui. Même lorsque son pote King Von était en vie, certains membres d'O-Block n'aimaient toujours pas Durk. Quelle est donc la cause de cette haine? Pourquoi Lil Durk se tient-il à l'écart de l'infâme O-Block? La relation entre Lil Durk et King Von. Étant donné que Lil Durk n'est même pas originaire d'O-Block, pourquoi se sentirait-il menacé de se rendre dans ce quartier? Pourquoi les membres d'O-Block disent-ils qu'il est interdit de se rendre dans le quartier? La réponse se trouve dans deux incidents spécifiques. Le premier concerne l'échec de Durk à acheter O-Block, tandis que le second concerne une affaire dans laquelle lui et Von ont été pris. Toutefois, pour comprendre la relation entre Durk et O-Block, il est important d'examiner son association avec le dernier posteur boy d'O-Block, King Von. Il y a eu de nombreux cas de bromance dans l'industrie du hip-hop. Eminem et Dre ou Drake et Lil Wayne sont quelques-uns des meilleurs exemples de rappeurs devenus des amis proches. Les bromances entre rappeurs débouchent souvent sur des bangers. Dans d'autres cas, elles peuvent entraîner des problèmes. C'est le cas de la relation entre Durk et King Von. Cependant, de nombreuses informations ont récemment été révélées sur leur relation. Selon de nombreux membres d'O-Block et des personnes proches des rappeurs, il y avait plus qu'il n'y paraissait. Beaucoup de choses sont restées cachées. Mais avec la mort de Von, beaucoup d'informations ont été révélées. Comment tout cela a-t-il commencé? King Von et Lil Durk étaient amis avant même de se lancer dans les bars. Les deux rappeurs ont grandi dans la même région et faisaient partie du gang des Black Disciples. Cependant, il est important de noter que les deux étaient affiliés à des sectes différentes au sein du gang. En effet, le Black Disciples Gang est composé de plusieurs autres gangs. Ainsi, bien que les rappeurs aient grandi dans les quartiers sud de Chicago et qu'ils soient membres des Black Disciples, ils étaient affiliés à des sectes différentes au sein du gang. Lil Durk appartenait à OTF 300, tandis que Von s'identifiait à O-Block. En grandissant, les deux amis avaient beaucoup de choses en commun. L'un des points les plus remarquables est l'absence de leur père dans leur vie. Le père de Durk, Dante Banks, a été incarcéré en 1993 et devait passer le reste de sa vie en prison. Il a passé 22 ans en prison avant de gagner son appel. Banks avait été pris dans un réseau de distribution de crack et de cocaïne et avait en sa possession jusqu'à 8 millions de dollars au moment de son arrestation. Lors de sa libération en 2019, Durk a pris Twitter pour partager la bonne nouvelle. En revanche, la relation de Von avec son père, Walter Hubennett, n'est pas constante, car ce dernier fait des allers-retours incessants en prison. Dans la rue, Walter était connu sous le nom de Silk et était une légende dans sa ville natale. Malheureusement, le père de King Von est décédé alors qu'il n'avait que 11 ans. L'oncle de King Von prétend que Walter est mort des suites d'une blessure par balle infligée par un tireur d'élite d'un gang rival. Bien qu'il n'ait pas côtoyé son fils pendant longtemps, King Von affirme avoir beaucoup appris de son père. Dans un post Instagram, Von a fait l'éloge de son père pour lui avoir appris à naviguer dans les rues et l'importance de la loyauté. Ce mec est la définition du H vrai. Il m'a beaucoup appris en ce qui concerne la merde de la rue, le choix judicieux de son cercle et surtout la bleue loyauté. A écrit Von Preux, il est également facile d'établir une comparaison effrayante entre les deux et leur relation avec leur père. Leurs deux pères étaient des criminels condamnés. Ils ont vécu dans la rue. À en juger par l'évolution de la vie de Von et de Durk, il semble que les comportements et les modes de vie de leur père aient déteint sur eux. Bien que les deux soient devenus des stars du rap, ce n'est un secret pour personne que leur vie en coulisses était marquée par la criminalité. Lil Durk a commencé à rapper vers 2011 et a eu la chance de percer. À cette époque, son ami d'enfance, King Von, est derrière les barreaux. À sa sortie, il découvre que Durk et d'autres amis d'enfance, tels que Chief Keef et G Herbo, ont commencé à rapper et à se faire un nom sur la scène du rap. Parmi ses amis, Lil Durk est celui qui a initié King Von au rap. Durk voulait garder son ami à l'abri des ennuis. Durk a signé King Von sur son label Only the Family. Peu de temps après avoir signé avec OTF, King Von a sorti son single Crazy Story, qui l'a propulsé sous les feux de la rampe. L'année suivante, Durk a de nouveau soutenu son ami et a participé à l'album Crazy Story 2.0 de Von. Durk était déjà une star et son nom a contribué à faire grimper l'album dans les charts. Le titre a atteint la 4e place du classement Bubbling Under Hot 100. L'amitié d'enfance du duo semble déteindre sur leur musique puisqu'ils multiplient les titres en commun. Un mois après le succès de Crazy Story 2.0, ils produisent ensemble un autre titre intitulé Like That. Von grandit sur la scène du rap et il doit tout cela à un seul homme, son ami d'enfance Lil Durk. Les deux rappeurs deviennent rapidement riches et célèbres, avec des fans dans tout le pays. Aux yeux de leurs fans, les deux amis étaient d'innocentes stars du rap qui vivaient de leur musique.
Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les deux amis étaient apparemment profondément enracinés dans la vie des gangs. Il semble qu'ils n'aient pas quitté leur mode de vie gangsta à Chicago. On pourrait supposer que, loin de Chicago et de leur relation avec les gangs, ils laisseraient de côté leur passé criminel et se concentreraient uniquement sur la musique. Après tout, le rap rapportait aux rappeurs nés à Chicago à la fois de l'argent et de la célébrité. Il n'était donc pas nécessaire de continuer à être impliqués dans les activités des gangs. Mais Von et Durk ont d'autres idées. S'ils voyaient des ops, ils s'en occupaient. Les deux hommes auraient été impliqués dans de nombreux crimes. Il est surprenant de constater qu'ils ont également été arrêtés pour vol et tentative de meurtre. On pourrait facilement se demander pourquoi deux rappeurs à succès s'adonneraient à des vols de nuit dans les rues. La réponse est simple. Leur vie était profondément liée à celle des gangs. Ils ont vu un op et il fallait s'en occuper. Cette affaire a entraîné l'arrestation de Durk et de Von et a fini par creuser le fossé entre O-Block et Durk. Avant d'aborder la façon dont cette affaire a ruiné la relation Durk O-Block, il est important de se pencher sur le premier incident qui a déclenché tout cela. Échec d'achat de O-Block. Le 30 avril 2021, O-Block a été mis en vente. Le même jour, Lil Durk a annoncé sur Twitter qu'il allait acheter la propriété. C'était une grande nouvelle pour tous ceux qui vivent dans cette zone. Cependant, des rumeurs ont circulé sur le fait que Durk ne faisait que troller. Il est vrai que sa carrière musicale lui rapporte beaucoup d'argent. Mais achèterait-il vraiment le projet immobilier d'O-Block? À l'époque, le projet immobilier était évalué à environ 80 millions de dollars. Durk disposait-il vraiment d'une telle somme? Et si c'était le cas, allait-il vraiment acheter O-Block? Pour comprendre l'importance de cette zone, commençons par les origines du tristement célèbre O-Block. Les projets de logement dans le sud de Chicago qui ont été tristement connus des fans de rap du pays entier sous le nom de O-Block sont officiellement désignés sous le nom de Parkway Gardens Homes. Parkway Gardens est une communauté à faible revenu qui propose des appartements abordables de 2 et 3 chambres à louer à Chicago. Ce complexe privé de 694 appartements à loyer modéré s'étend sur plus de 13 acres et se situe à la limite de Woodlawn et de Washington Park. Il a été construit entre 1950 et 1955 sur Martin Luther King Drive, dans le quartier sud de Chicago, et a été le premier à être détenu en coopérative par les habitants afro-américains de Chicago, qui ont connu une pénurie de logements lors de la deuxième grande migration, en raison de la ségrégation. La deuxième grande migration a été la migration de plus de 5 millions d'Afro-Américains du Sud vers le Nord-Est, le Midwest et l'Ouest. Parkway Gardens est passé de la propriété d'une coopérative à la gestion du ministère américain du Logement et du Développement urbain, HUD, dans les années 1970, puis à la propriété privée dans les années 1980. Après le changement de propriétaire, la propriété s'est détériorée en raison d'un manque d'investissement dans la modernisation et l'entretien. Ce complexe résidentiel est largement connu en raison de la violence des gangs qui sévit dans le quartier. Cependant, vous seriez surpris d'apprendre qu'il a été le lieu de résidence de personnalités éminentes telles que Michelle Obama. Malheureusement, au cours des années 2000 et 2010, le quartier a été ravagé par la criminalité, notamment en raison de la montée de la violence liée aux gangs. Il est devenu le fief de l'un des plus grands gangs de Chicago, les Black Disciples. Les conflits violents entre les BD et leur principal opposant, les Gangsta Disciples, un autre grand gang de la région, ont fait de ce quartier l'un des plus violents de Chicago. Comment le nom O-Block est-il apparu? Le quartier a adopté son nom populaire après le meurtre d'Odie Perry. Odie Perry était membre des BD et la zone a été nommée en l'honneur du soldat tombé au combat. Des rapports provenant de la région suggèrent que le meurtre d'Odie Perry a été commis en représailles au meurtre de Chandale Gregory, alias Tuka, âgé de 15 ans, qui a été tué par balle alors qu'il attendait à un arrêt de bus de Chicago la même année. La mort d'un membre de chaque gang a déclenché une série de fusillades qui ont fait de nombreux morts et qui continuent à faire des ravages dans la communauté jusqu'à aujourd'hui. Comme c'est le cas avec la violence des gangs, chaque parti veut toujours avoir le dernier mot, ce qui entraîne un cycle de violence sans fin. La même année que le va-et-vient entre les BD et les GD a commencé, une société de promotion immobilière basée à Chicago a pris la décision courageuse d'acheter la propriété. À l'époque, la violence des gangs n'avait pas pris l'ampleur qu'elle connaît aujourd'hui. L'entreprise n'aurait jamais pu savoir dans quoi elle s'engageait. Peu de temps après avoir acheté la propriété pour la somme astronomique de 40 millions de dollars, la violence due à la guerre entre les gangs a commencé à s'intensifier. Outre la mort de jeunes gens dans la région, la violence des gangs a attiré l'attention du pays. Parallèlement à l'essor de la musique drill à Chicago, chaque fusillade est diffusée dans les journaux télévisés et dans les paroles de rap. Bien que toute publicité soit bonne à prendre, ce n'était pas le cas de la société immobilière qui avait acheté la propriété. La publicité négative et les dommages causés par la violence ont été néfastes pour les affaires. Les résultats de l'entreprise en ont beaucoup souffert. Il convient de mentionner que l'O-Block était un projet de logements sociaux. Cela signifie que l'entreprise a reçu de l'argent du gouvernement fédéral sous la forme d'incitations telles que des crédits de logement et des allègements fiscaux.
Malgré cela, l'entreprise était toujours responsable des dépenses liées à l'entretien de la propriété. Elle a donc été contrainte de payer de sa poche les réparations et les rénovations du projet de logement. C'est là que le bât blesse. En raison de l'activité violente constante dans la région, les bâtiments avaient besoin de rénovation et de réparations constantes. Qu'il s'agisse de remplacer les ascenseurs ou de réparer les vitres brisées à la suite de fusillades ou de vols, la société était prise dans un cycle de pertes et, dans le meilleur des cas, de rentrées d'argent. Dans l'ensemble, la gestion de l'établissement n'était pas bonne pour les affaires. Par exemple, en 2014, l'entreprise a injecté environ 9,9 millions de dollars dans le complexe de logements sous la forme de rénovation. Malheureusement, cela n'a pas suffi. Ayant finalement perdu tout espoir de récupérer son investissement, l'entreprise a finalement décidé de le mettre en vente. Cette nouvelle signifiait une chose: il n'était pas possible d'essayer de gérer la propriété comme un projet de logements sociaux. S'il était vendu, l'acheteur ne prendrait pas le risque de le gérer comme l'ancien propriétaire. L'un des moyens de réaliser des bénéfices serait de tout démolir et de construire des appartements ou des condominiums coûteux. Et comme nous le verrons, c'est exactement ce qui s'est passé. Dans ce cas, la plupart des habitants devraient retrouver un autre endroit où vivre, principalement en raison des loyers élevés qui leur seraient demandés. Des rumeurs ont immédiatement commencé à se répandre selon lesquelles des rappeurs tels que Chief Keef et Lil Durk achèteraient la propriété. Lil Durk a alimenté la rumeur après avoir tweeté « Je l'achèterai, peu importe le prix ». Cela a mis les habitants de O-Block en ébullition. Avec l'achat de la propriété par l'un des leurs, ils n'ont pas eu à être expulsés. Cependant, la question qui se posait à tous était de savoir si Lil Durk était en train de troller ou s'il avait réellement l'intention d'acheter la propriété. Était-il simplement en train de troller? Avait-il au moins autant d'argent? Si Durk se moquait de tout, les habitants d'O-Block l'auraient mal pris. Et il n'y avait qu'un seul moyen de prouver qu'il ne se moquait pas d'eux: acheter la propriété. Certes, Durk était un rappeur à succès à l'époque, mais peu de gens croyaient qu'il disposait de 50 millions de dollars. De plus, la propriété ne rapportait pas vraiment d'argent. Si Durk achetait la propriété et continuait à l'exploiter comme elle l'était, il essuierait de lourdes pertes. En d'autres termes, même si le rappeur avait acheté la propriété avec la ferme intention de la rentabiliser, il aurait dû prendre des décisions difficiles et inconfortables. Il n'est pas possible qu'il ait acheté le bien pour faire délibérément des pertes. Même s'il a acheté le bien, il est important de rappeler qu'une société spécialisée dans l'immobilier n'a pas réussi à rentabiliser le bien. Durk réussirait-il là où ils ont échoué? Trouverait-il un moyen de concilier sa carrière musicale et la gestion de la propriété? Bien que l'on comprenne les intentions de Durk, les chiffres ne s'additionnaient pas. Durk s'est donc mis dans une position délicate. Acheter la propriété et la sauver de la démolition, ou risquer de perdre des millions de dollars? C'est une situation dans laquelle personne ne voudrait se trouver, surtout lorsque la famille et les amis sont impliqués. Malgré leurs espoirs, les résidents de l'îlot Haut ont eu le cœur brisé lorsqu'on leur a annoncé que la propriété avait été vendue et qu'elle n'était plus sur le marché. La nouvelle la plus dévastatrice a été le rapport qui l'accompagnait. Say Cheese a annoncé que O-Block Parkway Gardens sera démantelé et déplacé. O-Block a été vendu et il y a fort à parier qu'il sera magnifiquement aménagé et qu'il sera hors de portée de la plupart des résidents actuels de Woodlawn. La situation va devenir intéressante et étrangement familière. C'est ce qui se passe littéralement depuis qu'ils ont commencé à démolir les projets. Les habitants se sont sentis manipulés par Lil Durk. Il leur a semblé qu'il se moquait d'eux depuis le début. Pour ne rien arranger, il n'a jamais abordé l'incident. Il n'a pas précisé s'il voulait réellement acheter la propriété, ce qui a amené tout le monde à conclure qu'il se moquait d'eux. C'est ainsi qu'est née la haine d'O-Block pour Lil Durk. À l'époque, peu de gens se sont exprimés. Après tout, il avait fait de l'un des leurs, King Von, une star du rap, et placé le quartier sur la carte de la scène rap. En ce qui les concerne, Durk leur avait fait beaucoup de bien. Cependant, tout cela allait s'effondrer après la mort de Von. Que s'est-il passé exactement après la mort de Von pour que O-Block interdise la visite de Durk? La réponse se trouve dans une affaire criminelle impliquant à la fois Von et Durk. Fusillade à l'université, affaire judiciaire et allégation de dénonciation. Le 5 février 2019, vers 5h45, des coups de feu ont retenti dans le parking de The Varsity, un restaurant populaire situé dans le quartier de Midtown Atlanta. Il y a eu une victime. Un homme de 23 ans, Alexander Weatherspoon, a été mortellement blessé par balle. Weatherspoon a trébuché sur la route avant de s'effondrer devant le One Cigar Lounge. Il s'est avéré que c'était le jour de chance de Weatherspoon, car les clients du One Cigar Lounge ont rapidement appelé le 911 et il a été transporté à l'hôpital où sa blessure a été soignée et où il est sorti vivant de l'incident. Il a également eu de la chance car des témoins ont donné aux policiers des informations cruciales qui ont permis l'arrestation de ses agresseurs. Des témoins ont en effet indiqué aux autorités qu'un SUV portant l'inscription 300 inch sur le côté avait été vu en train de quitter les lieux à toute vitesse après les coups de feu. La plupart des fusillades restent souvent sans suite car les autorités n'ont pas beaucoup d'éléments à leur disposition.
Cependant, à cette occasion, les policiers avaient quelques bonnes pistes et, après 3 mois de travail de détective, ils ont finalement fait une percée. Le 4 mai 2019, le premier suspect lié à la fusillade mortelle de Weatherspoon a été arrêté. Il s'agit de King Von. Il n'a pas fallu longtemps pour que le suspect suivant dans l'affaire se retrouve menotté. 9 jours seulement après l'arrestation de Von Beizu, un membre de gang affilié à Trigger Happy Family, THF, s'est retrouvé dans une situation similaire. Enfin, la police d'Atlanta a émis un mandat d'arrêt le 29 mai 2019 à l'encontre du dernier suspect de l'incident de tir, Lil Durk. Le rappeur de Chicago a été frappé par 5 accusations de crime. Il s'agit notamment de tentatives criminelles de meurtre, de voies de faits graves, d'association illégale avec un gang de rue criminelle pour commettre un crime ou y participer, de possession d'une arme à feu lors de la commission d'un crime et de possession d'une arme à feu par un criminel condamné. Des 3, c'est Durk qui avait le plus à perdre. Il était déjà un rappeur important et influent. Il avait donc des raisons de s'inquiéter. En particulier, il aurait dû s'inquiéter de l'accusation de tentative de meurtre. Il s'agissait d'une accusation assez grave, puisqu'elle était passible d'une peine de 10 à 20 ans de prison. Les actions de Durk après le mandat d'arrêt ont été pour le moins dramatiques. On aurait dit un scénario tout droit sorti d'Hollywood. À l'époque, le rappeur était en tournée. Il a donc immédiatement annulé ses concerts et s'est envolé pour Atlanta. Le soir même, il a sorti un titre intitulé « Turn Myself In ». Ses frasques ne s'arrêtent pas là. Le lendemain, le rappeur s'est empressé d'accorder une interview télévisée pour clamer son innocence. Il a accordé à WSB-TV une interview dans le bureau de son avocat. Dans cette interview, Durk a révélé qu'il était sur le point de se rendre aux autorités le jour même. Selon lui, il n'avait rien à cacher ni à fuir. Lil Durk a également clamé son innocence et nié avoir commis l'un des 5 chefs d'accusation retenus contre lui. Après l'interview, le rappeur s'est rendu aux autorités à la prison du comté de Fulton où il a été incarcéré. Lorsque Durk et Von Finley ont comparu devant un juge, 2 éléments de preuve intéressants contre Durk ont été révélés. Il est important de noter qu'une grande partie des preuves étaient contre Durk. Parmi les personnes arrêtées, il était le plus important et le plus influent. Par conséquent, son arrestation porterait un coup important à la criminalité liée au hip-hop, en particulier dans l'État de Géorgie. Tout d'abord, Jeffrey Churchill, un inspecteur de la police d'Atlanta, s'est présenté à la barre et a révélé qu'il avait parlé à un témoin qui se trouvait avec les 2 rappeurs le soir de la fusillade. Selon le témoin, une bagarre a éclaté dans une voiture qui se trouvait devant eux. Le témoin a ensuite déclaré avoir vu Durk sortir une arme à feu. À ce moment-là, elle a été obligée de prendre ses jambes à son cou. Alors qu'elle courait autour du bâtiment, elle a entendu des coups de feu. Elle a ensuite vu la victime dans une mare de sang. Cela signifie qu'elle n'a pas vu l'auteur des coups de feu. Le détective a également révélé qu'ils avaient obtenu des images de surveillance montrant la main de Durk sortant du SUV et tirant avec son arme sur Weatherspoon. L'affaire ne s'est pas arrêtée là. Les procureurs ont voulu que l'affaire soit traitée comme étant liée à un gang et ont demandé à un capitaine de la police de Chicago de confirmer que Von et Durk étaient membres du gang BD. Il est généralement admis que Weatherspoon était membre des Vice Lords. Les Vice Lords et les BD ne voient pas les choses du même œil. Selon certaines informations, les 2 groupes sont en guerre à Chicago. Il semble qu'ils aient apporté leur bœuf à Atlanta. Lorsque Von et Durk l'ont vu, ils l'ont reconnu comme un op et ont ouvert le feu. Il ne faut pas oublier que traiter l'affaire comme une activité de gang aurait eu des conséquences encore plus graves pour le rappeur de Chicago. Plus tard, un juge a estimé que les accusations portées contre les rappeurs étaient fondées, ce qui signifiait que l'affaire allait être jugée. Lil Durk semblait avoir de gros problèmes avec cette affaire. Elle ne ressemble à aucune autre affaire dont il a eu à s'occuper auparavant. Avec les témoins et les images de surveillance disponibles contre lui, les choses n'allaient pas bien pour le rappeur. Fin octobre 2022, contre toute attente, les charges retenues contre Durk ont été abandonnées. Selon plusieurs sources, dont les avocats de Durk, l'affaire a été abandonnée faute de preuves suffisantes. Les avocats de Durk ont souligné que leur position a toujours été que Durk était présent sur la scène du crime, bien qu'il n'ait jamais été impliqué dans la fusillade. Bien que les charges retenues contre Beizu aient également été abandonnées par la suite, de nombreux faits suspects indiquaient que Durk avait dénoncé Von. D'autres éléments d'information ont également montré que Durk s'était peut-être joué de Von et l'avait piégé pour qu'il soit inculpé. De nombreuses personnes ont été déconcertées par la tournure soudaine des événements en raison de l'accumulation de preuves contre le rappeur de Chicago. De plus, le procureur, Fannie Willis, était connu pour être impitoyable dans ce genre d'affaires. Des documents judiciaires choquants pourraient révéler si Durk a dénoncé son ami. Dans un communiqué publié par Mme Willis, celle-ci a déclaré « Si le co-accusé Davon Bennett, alias King Von, n'était pas décédé en 2020, il aurait été inculpé pour cet incident. » Cette déclaration a rendu l'industrie folle. Donc, selon le procureur, si Von était vivant, même si toutes les preuves tournaient autour de Durk, il aurait quand même été inculpé. Et Durk n'aurait pas été inquiété? Cela n'a aucun sens.
Beaucoup ont fait valoir que même si Durk n'avait pas tiré sur Weatherspoon, il aurait dû être accusé d'avoir participé au crime en vertu de la loi de Géorgie. La loi de l'État permet d'inculper quelqu'un s'il a intentionnellement aidé ou encouragé la commission du crime. La théorie était que Durk avait dénoncé Von et lui avait fait porter toute la responsabilité. Comme Von ne pouvait pas se défendre, Durk a été autorisé à s'en sortir. Cependant, le sentiment général était que Von avait été piégé bien avant sa mort. L'un des incidents qui l'ont prouvé est celui où l'une des avocates de l'île Durk, Nicole Moorman, s'est fait passer pour la sécurité d'un aéroport et a, selon la rumeur, fouillé Von dans un aéroport. Un incident que Von a filmé. Il s'avère que Nicole a travaillé pour l'État pendant près de 5 ans en tant qu'agent de probation et agent de la force opérationnelle spécialisée, ce qui signifie qu'elle pouvait être infiltrée. Le plan semblait être de mettre Von dans de sérieux ennuis et de le présenter comme la personne dangereuse entre lui et Durk. Ainsi, Durk s'en sortirait et Von finirait en prison. En outre, Durk avait engagé de bons avocats pour lui-même, tandis que Von était représenté par des avocats commis d'office. Pour couronner le tout, le domicile de Durk a été cambriolé en juillet 2021. Une affaire qui, selon de nombreuses personnes, a été mise en scène pour faire croire que la vie de Durk était menacée par les gangs. Mais selon certains acteurs du secteur, Durk a été piégé par les autorités en vue d'un plus gros coup. Il semblait étrange que Mme Phyllis laisse l'affaire se terminer malgré les preuves contre Durk. L'une des théories était que Durk avait été libéré parce que les autorités travaillaient sur une affaire encore plus importante pour le faire tomber, lui et de nombreux autres membres de gangs. Même si nous ne connaîtrons jamais la vérité, il est facile de conclure que les membres d'O-Block avaient pris leur décision à propos de toute la situation et qu'ils n'avaient plus rien à faire avec Durk. Incident de dénonciation similaire et réaction des membres d'O-Block. Les allégations de délation de l'île Durk ont divisé l'industrie et les fans de hip-hop. Bien que le sentiment général et les preuves indiquent que l'île Durk a dénoncé Von, est-il soudainement acceptable de dénoncer les morts? Cette question n'a peut-être pas fait l'objet de beaucoup de discussions dans le passé. Toutefois, plusieurs rappeurs ayant confirmé qu'à un moment donné de leur carrière, ils avaient été contraints de dénoncer des morts pour se tirer d'affaire, il était temps de se pencher sur la question. En fait, il y a deux camps. D'un côté, il y a ceux qui pensent que Durk a fait le bon choix. En tant que jeune homme promis à un brillant avenir dans le rap, de nombreuses personnes ont estimé qu'il n'y avait aucun honneur à aller en prison et à ruiner sa vie, alors qu'il y avait un moyen d'éviter la prison. Il était logique qu'il rejette toute la responsabilité sur le mort et qu'il soit libre. Après tout, Von était mort. Que pouvait faire de plus le système? De nombreuses personnes ont même déclaré que si leurs amis ne faisaient pas ce que Durk avait fait, ils se retourneraient dans leur tombe. Dans un commentaire sur YouTube, on peut lire « Dire du mal des morts, c'est ce qu'on est censé faire. Si j'étais mort et que je n'existais plus, je serais furieux si mon ami avait fait 30 ans et que je n'existais déjà plus. C'est de la folie pour moi. » Un autre utilisateur a partagé les mêmes sentiments en disant « Bien sûr qu'il a balancé. C'est une évidence, ne vous laissez pas berner par ces rappeurs ou ces street niggas. Si votre complice meurt, pourquoi ne pas lui faire porter le chapeau si cela signifie que vous vous en sortez libre comme l'air? Je voudrais que mon ami fasse ça si ça veut dire qu'il s'en sort. Vous êtes tous fous. Il semble que la décision de Durk ait été une évidence pour certains. Cependant, pour les fans de rap pur et dur, la délation est une délation et ne devrait jamais être tolérée. Les règles ont été fixées et il n'y a pas eu de compromis. L'un des arguments les plus souvent avancés contre les actions de Durk était que Von avait des jeunes qui l'admiraient. En ternissant son nom par ce crime, il ruinait son héritage et la façon dont les générations futures le percevraient. Par ailleurs, beaucoup d'autres ont fait valoir que si Durk était à l'aise pour dénoncer Von alors qu'il n'était plus là, il y a de fortes chances qu'il l'ait fait de son vivant. Cependant, il est important de noter que Durk n'est pas le seul à s'être retrouvé dans une telle situation. Le rappeur T.I. et le frère de Birdman, Gangsta Williams, se sont retrouvés dans des situations similaires. En janvier 2022, le célèbre rappeur Birdman a retrouvé son frère Gangsta Williams. Williams a plaidé coupable d'avoir participé à une entreprise criminelle continue et d'avoir sollicité un meurtre. Il a été surpris en train de compléter le meurtre d'un groupe de trafiquants de drogue new-yorkais à la Nouvelle-Orléans afin d'être payé pour de l'héroïne envoyée par la poste à son associé. Les autorités fédérales ont intercepté le colis et mis Williams sur écoute alors qu'il échafaudait un plan de meurtre. Il a été condamné à la perpétuité plus 20 ans. Sa libération est le résultat de sa coopération avec le gouvernement après son arrestation. Selon les dossiers du tribunal, il a apporté une aide substantielle qui a permis aux autorités fédérales d'obtenir des plaidoyers de culpabilité de la part de ses co-accusés. À sa libération, il a mis en ligne une vidéo dans laquelle il déclare qu'il est trop intelligent et trop rusé pour rester et mourir en prison. Apparemment, Williams a dénoncé les morts. Il a aidé les flics à résoudre plus de 40 homicides. Le rappeur Boozy Badazz a immédiatement réagi en se rendant sur Instagram pour faire part de sa désapprobation à l'égard des actions de Williams et l'a qualifié de plus grand mouchard du monde. Il a donc parlé de 40 morts. Il a parlé de toute la Nouvelle-Orléans.
Merde, il ressemble à Ash Master Splinter sur cette photo lol. Sammy le taureau a été surpassé par un nigga de Louisiane. Ce n'est pas l'histoire des Noirs, c'est l'histoire des rats. Merde, tout le monde devrait s'enfuir quand on voit cet homme. Le plus grand mouchard du monde. Cependant, dans la section des commentaires, les gens n'étaient pas d'accord avec Bossy. L'un d'eux disait « Il faut que vous arrêtiez. Parler de 40 nègres morts n'est pas de la délation si c'est ce qu'il a fait. Maintenant, mettre 40 négros en prison, c'est de la délation. » Le rappeur TI a également été sous les feux de la rampe pour avoir avoué avoir dénoncé son cousin décédé. Le rappeur a expliqué comment cela s'était passé dans son podcast Expeditiously. Selon Tip, son cousin et lui ont été surpris en train de faire du boosting devant le Lenox Mall à Atlanta et ont été appréhendés avec une arme dans la voiture, ce qui leur a valu d'être tous les deux inculpés. Il a ensuite expliqué que son avocat lui avait expliqué qu'il pourrait l'aider à se disculper de toutes les accusations s'il mettait l'arme sur le dos du cousin décédé de TI. Il a également révélé qu'il avait parlé à son avocat de l'importance de l'arme. Il a également révélé qu'il avait parlé à son cousin avant sa mort et qu'il était d'accord pour que TI lui fasse porter le chapeau afin qu'il soit libéré. « Nous avons pris ses affaires d'armes à feu. Tout est mort », a expliqué TI. Mon avocat m'a dit « Tu sais, je pourrais tout faire disparaître si c'était à Tout. C'était à Tremel. » Après son décès, j'ai discuté avec lui. Tout m'a dit « Je prendrai toutes les charges qui pèsent sur toi. Si tu peux t'en sortir libre et me mettre ça sur le dos, je t'en prie. Parce que je serais damné s'il venait m'extrader d'ici. » Boozy Badass semble avoir un gros problème avec la délation, puisqu'il a annoncé qu'il mettait fin à un projet commun avec TI après avoir découvert les allégations de délation. Comment les membres d'O-Block ont-ils réagi face à toutes les preuves montrant que leur idole avait peut-être été piégée et vendue par Lil Durk, même s'il était mort? On peut dire sans risque de se tromper que les membres d'O-Block ont dénoncé Durk après la mort de Von Punta. Ils ont également dénoncé certains comportements douteux de Durk. J.E. Hood, qui a passé toute sa vie au sein d'O-Block, a donné plusieurs interviews au cours desquelles des questions sur Durk ont été posées. On ne peut qu'imaginer tout ce qu'il avait à dire sur lui. Dans une interview avec Cam Capone News, on a demandé aux membres d'O-Block combien de fois il avait vu Durk dans O-Block. Selon G-Block, il n'a vu Durk que 2 fois dans O-Block. C'était surprenant, car Durk semblait faire croire à tout le monde qu'il était souvent avec O-Block. En outre, il s'est exprimé sur le fait qu'il croyait que Durk avait réellement dénoncé Von. Selon lui, si Durk était présent lorsque Von a commis le crime et qu'il ne l'a pas dénoncé, Durk devrait subir les mêmes conséquences même s'il n'a pas commis le crime. Par conséquent, pour que toutes les charges retenues contre lui soient abandonnées, il faut qu'il ait donné des informations aux autorités. D'autres affiliés de King Von ont posté des vidéos indiquant à Durk qu'il était banni de O-Block. Durk a également été menacé sur vidéo. S'il retourne à O-Block, il se fera certainement voler, si ce n'est pire. Le sentiment des membres de O-Block est que Durk a vraiment piégé Von. Selon eux, Durk avait peur que Von le surpasse. Ils pensaient que la carrière de Von montait en flèche et qu'elle serait bientôt meilleure que celle de Durk. D'après toutes les informations contenues dans l'affaire et l'échec de Durk à acheter O-Block, il ne fait aucun doute qu'il était impopulaire dans la région. En outre, les membres d'O-Block l'interpellaient hardiment en public et personne ne prenait sa défense. Cela prouve que personne au sein d'O-Block ne le soutenait vraiment. Voilà, mesdames et messieurs, pourquoi Lil Durk reste à l'écart de O-Block. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur les cases qui s'affichent sur votre écran pour regarder des contenus similaires.